Le 20 novembre dernier sortait le nouveau film de Michel Hazanavicius, La plus précieuse des marchandises, film se déroulant durant la Deuxième Guerre mondiale, prenant pour cadre la Shoah, mettant également des Justes dans un pays d'Europe centrale, vraisemblablement la Pologne, et surtout film d'animation, médium rarement utilisé pour un film se déroulant durant cette période. Pour en parler, son metteur en scène, Michel Hazanavicius. Michel, bonjour. Bonjour. Votre film est adapté d'un conte de Jean-Claude Grimbert. Dans quelles conditions avez-vous découvert ce texte ? De manière très, je dirais, classique, dans le sens où un producteur me l'a envoyé, en l'occurrence Patrick Sobelman. Le trajet du livre. Donc c'était avant publication et Jean-Claude Grimbert l'a envoyé à Robert Guédiguian parce qu'ils avaient travaillé ensemble et voilà. Et Jean-Claude, qui avait l'intuition ou l'envie déjà que ce soit un film d'animation, dit à Robert: est-ce que tu penses qu'il y a un film d'animation là ? Robert lit très vite. Il lui dit: c'est formidable, moi je ne saurais pas faire, mais je descends dans le bureau de mon associé, je lui donne. L'associé étant Patrick Sobelman, il lit très vite, en 1 heure, pareil, et il dit: on le fait. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, il fait un petit tour de piste pour voir un peu qui peut être partenaire financier du film. Très rapidement, Studio Canal s'attache au film, et à ce moment-là, il m'envoie les épreuves, puisque le livre n'était pas encore publié. Et donc, je pense que ça rajoute un petit peu au sentiment de découverte d'un objet très particulier, puisque le livre n'étant pas encore publié, c'est des épreuves, personne ne l'a lu, donc il y a ce côté un petit peu... c'est pas Lascaux avant l'ouverture, mais en tous les cas, voilà, un truc qui n'appartient encore à personne. Voilà. Et qu'est-ce qui rendait ce texte si différent à vos yeux, enfin, d'autres récits, d'autres fictions écrites sur cette période autour de la Shoah ? Moi, je suis jamais très à l'aise avec ce type de récit, soit parce qu'ils ont un côté pédagogique dont j'ai pas l'impression d'avoir besoin nécessairement de cette pédagogie, sauf si je vais chercher quelque chose de très précis. Et puis d'autre part, ils sont souvent dans une espèce il y a un trajet émotionnel qui est un peu couru d'avance. C'est pas que je suis pris en otage, mais un petit peu. C'est-à-dire, je sais à peu près ce qui va m'arriver en règle générale. Là, alors c'est un peu la magie de la littérature, c'est difficile de décortiquer le truc, mais pour y avoir quand même travaillé quelques années, je dirais que la forme du conte, le choix des justes plutôt que celui des bourreaux ou des victimes, fait que c'est un récit finalement assez apaisé. Et c'est un récit qui ouvre le spectre de l'âme humaine, c'est-à-dire il va sans doute ce que l'humanité a connu de pire, ou en tous les cas, on va dire que c'est sur le podium, mais ça ouvre aussi à ce que l'homme et la femme ont de meilleur. Et du coup, moi j'étais très à l'aise là-dedans. Et puis en plus de ça, le fait que la forme du conte donne à cette histoire son ampleur universelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça a beaucoup de vertus, notamment ça a une vertu d'ouvrir les bras, c'est-à-dire d'ouvrir les bras à tout le monde. Cette histoire est accessible à tous. Elle n'appartient plus aux Juifs, elle n'appartient pas aux Allemands, elle n'appartient pas aux gens qui ont vécu cette période. Du fait que ce soit un conte, vraiment, elle s'ouvre, elle devient universelle. Et puis, dernière couche, enfin c'est pas la dernière, mais le fait que ça s'adresse aux enfants, ou en tous les cas aussi aux enfants, il y a quelque chose de très émouvant, en filigrane, tout le temps, comme ça, d'un texte écrit par un vieil homme qui a été hanté toute sa vie par ces questions-là. Je parle de Jean-Claude Grimbert. Je parle de Jean-Claude Grimbert, oui. Je ne parlerai jamais de moi dans ces termes-là. Je ne dirais pas un vieil homme, je dirais... Pas encore. Pas encore. Mais, et du coup, il y a quelque chose de très émouvant, c'est-à-dire que... très émouvant aussi parce que très honnête, c'est-à-dire...
pas du tout la volonté d'enjoliver, pas du tout la volonté de mentir, pas la volonté d'édulcorer. S'adresser à des enfants comme à des êtres humains capables d'entendre et de recevoir des informations, même dures, mais avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que ce cocktail, je n'avais jamais ressenti ça avec ce type de sujet. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Aussi, le fait que ce soit un conte, donc que c'est une histoire qui ait pu se produire, qui s'est sans doute produite à maintes reprises, mais vous n'étiez pas prisonnier de personnages ayant existé, d'individus ayant existé, et donc susceptibles de vous dire ensuite, ou pendant d'ailleurs, pendant la production de votre film, attention, ça s'est passé comme ci et pas comme ça. Vous aviez d'emblée une liberté assez peu fréquente pour un sujet pareil. Oui, alors ça, je vous avouerai que... Par exemple, j'ai fait un film qui était, on va dire, un biopic très libre de Jean-Luc Godard, adapté du livre de Alvia Zemsky, qui était sa femme à la fin des années 60. Le Redoutable. Le Redoutable. Et je me suis jamais posé ce type de questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un film, il y a création. C'est-à-dire, donc, bon, moi je réinvente... j'ai fait mon Godard. Je n'ai pas la prétention de dire c'était Jean-Luc Godard. C'est une réinterprétation. Et dans l'idée, c'est un spectacle, c'est un mensonge, un gros mensonge, mais avec pour but de dire un morceau de vérité ou un bout de vérité. Là, le mensonge, entre guillemets, ou en tout cas le spectacle, la réinvention du réel, elle est parfaitement assumée. D'abord parce qu'on commence en disant il était une fois, c'est un conte, et en plus c'est de l'animation. Donc il y a en aucun cas il y a reconstitution. Enfin, oui, complètement affranchi. Mais ça, je dirais que c'est toute création artistique, à mon avis, et s'inscrit là-dedans. Hein. Et Jean-Claude Grimbert était un ami de vos parents. Il l'est toujours. Vous le connaissez depuis votre naissance. Est-ce que, de son côté, Jean-Claude Grimbert s'était dit en écrivant ce texte, tiens, c'est quelque chose que Michel Hazanavicius pourrait réaliser? Alors, je ne lui ai jamais posé la question, je ne pense pas, parce qu'il a écrit, moi maintenant ça va faire, je ne sais pas combien de temps que je fais des films, mais 25 ans ou 30 ans, ça dépend. Mais il m'a jamais proposé. Mais là, je crois que c'était important pour lui d'avoir un réalisateur qui dessine. Et je crois qu'on n'est pas tant que ça à dessiner. Ah non, c'était assez peu connu d'ailleurs, hein, assez peu su que vous dessiniez. Alors vous dessiniez en amateur. En amateur. Je n'ai pas dit avec amateurisme, mais en amateur. Celui qui aime. Oui. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, absolument. Dans le sens où je n'ai jamais fait commerce de mes dessins. J'ai jamais cherché à rentrer ça dans une production. Donc c'était un truc tout à fait intime, mais effectivement Jean-Claude était au courant. Et et pour lui, c'était important. Je ne sais pas s'il a eu raison ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tous les cas, c'est lui qui a soufflé mon nom à Sobelman en lui disant mais voyez-le parce qu'il dessine. Et mais je ne crois pas qu'il ait écrit en pensant à moi. Je suis même à peu près sûr du contraire. Qu'autorisait l'animation
sur un sujet pareil que ne permettrait pas un film en prise de vue réelle? Alors, 1000 choses. Là, si vous avez 6 heures, on peut... On va prendre, Non, on va prendre on va essayer. Non, 2 minutes. On va prendre 2 minutes. Bon, le premier truc, moi, il y a un problème de hors-champ avec les acteurs sur ce type de questions. C'est-à-dire, le hors-champ, il existe. On sait qu'il y a un hors-champ. On sait que les acteurs font semblant. On sait que les acteurs, quand ils prétendent qu'ils ont froid, quand le personnage a froid, on sait que l'acteur, il a une couverture pas loin. On sait qu'ils n'ont jamais faim, les acteurs. Ça, c'est un problème que l'animation n'a pas, parce qu'il n'y a pas de hors-champ dans l'animation. Il n'y a pas de... Les personnages que vous voyez ont été dessinés uniquement pour raconter ce qu'ils sont en train de raconter. Ils n'ont pas d'autre vie. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge parce qu'il n'y a pas autre chose que ce qu'on voit. Ça, c'est déjà un problème en moins, je dirais. Il y a une autre chose, c'est les corps. Les corps, le corps de quelqu'un qui sort des camps, moi je fais 1m85, et ben des gars comme moi, ils faisaient 27 kilos à la sortie des camps. Ça, un acteur ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc le dessin permet de faire ça, permet d'évoquer. Et puis... Il permet d'être paradoxalement plus réaliste. Alors, oui, ce mot réaliste, il est toujours... en tous les cas, c'est l'absence de mensonge. Alors, est-ce que c'est du réalisme? Je ne sais pas, mais effectivement... et puis le dessin évoque. C'est-à-dire que le dessin ne reconstitue pas le réel. Il ne vous fait pas croire que il n'y a pas, encore une fois, ce mensonge où on vous fait croire que c'est en train de se dérouler devant vous. Pas du tout. Le dessin, c'est une suggestion, c'est une évocation. Et je trouve que, pour moi, en tous les cas, c'était l'outil le plus adapté, parce que toute la question est de savoir à quelle distance vous vous mettez de ce que vous racontez. Et quand je dis raconter, le problème au cinéma, quand on raconte, on met des images. Et il y a des images qui ne sont pas fabricables. Elles ne sont pas... elles sont pensables, mais je crois qu'on ne peut pas les fabriquer. Encore moins dans le cadre d'un spectacle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, imposer l'insupportable tel quel. Il faut le rendre supportable. Toute la question, c'est comment rendre supportable l'insupportable. Et donc ça, je crois que c'est seule l'évocation, la suggestion et la mise à distance des choses, en faisant comprendre ou en faisant ressentir, mais en restant dans le cadre du spectacle. C'est toute la question, si vous voulez, de ce type de sujet. Et pour moi, je crois que l'animation vous donne des outils qui permettent un petit peu de doser tout ça. Ce qui est frappant dans les séquences de représentation de mise en scène des camps, qui sont une partie significative du film, mais loin d'être la principale, c'est qu'il y a des moments où l'image n'est plus animée, elle se fige. Et pourquoi avez-vous choisi justement de figer cette image? Comme si justement l'animation ne réglait pas tous les problèmes de représentation, loin s'en faut. Alors, je ne me le suis pas formulé comme ça, mais par défaut ou en creux, on peut se le raconter effectivement comme ça. En fait, ça part, si vous voulez, par une scène de fin où j'avais besoin de faire de ce personnage qui sort des camps, je l'ai traité comme un fantôme. Et j'avais besoin qu'il soit ce fantôme-là. C'est des petits ajustements par rapport au livre, mais qui pour moi avaient une importance, parce qu'un scénario, c'est pas tout à fait les mêmes règles qu'un livre. C'est un peu plus rigide, les règles d'un scénario. Donc j'avais besoin de ça.
Et donc je voulais pour en faire ce fantôme, qu'il passe chez les morts, dans le royaume des morts. Et donc animé, c'est l'âme en fait. Et donc inanimé, c'est enlever le mouvement, figé. Pour moi, c'était ça, ce passage-là. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de mouvement. Et en fait, étrangement, on se retrouve face à un tableau, ou face à une succession de tableaux. C'est une mise à distance supplémentaire. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas la même violence même devant Guernica, on peut être pris d'effroi, mais je veux dire, il y a quand même une mise à distance. Donc c'était une manière justement d'être comme ça à cette distance. Après, le temps que vous consacrez à ça est très important. C'est-à-dire que si vous faites ça pendant 3 secondes, c'est une chose. Mais si vous le faites un peu longtemps, comme ce que j'ai fait, avec un son qui accompagne ça, c'est une manière pour chacun de se figurer justement l'insupportable. Ce qui est tout à fait étonnant. Beaucoup d'adultes m'ont dit « mais cette séquence, elle est terrifiante. On ne peut pas mettre des enfants devant. Enfin, vous pensez vraiment qu'un enfant peut être devant ?» Et en fait, les enfants qui étaient devant n'ont aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le spectateur qui greffe sur ces images arrêtées, qui sont juste des visages finalement. Il n'y a pas d'action montrée, rien n'est raconté. On a juste des visages en souffrance, certes, mais des visages. Chacun greffe son idée de l'insupportable. Donc si vous êtes très au courant de ce qui s'est passé, si vous avez une imagination débordante, ce qui se passera dans votre cerveau sera à un certain niveau. Mais un enfant de 9 ans, il le fera à son niveau à lui, il n'aura pas les mêmes images, il n'aura pas les mêmes... donc d'une certaine manière, tout le monde est à peu près au même niveau de compréhension de ce qui se passe. Votre style d'animation, c'est un style qui est très ligne claire, stylisé à sa manière, mais qui évite ce qu'on pourrait appeler une stylisation excessive. Est-ce que vous avez recherché un petit peu à voir ce que des dessins de déportés, des choses qui auraient pu vous inspirer, ou alors vous avez simplement votre idée de départ à laquelle vous vous êtes tenu? Non, j'ai quand même beaucoup regardé. Enfin, j'ai regardé les dessins de David Doller, j'ai regardé des dessins de déportés, des choses qu'on a retrouvées sur place, etc. Mais ça n'a pas vraiment été une source d'inspiration. D'abord parce que moi, j'ai essayé de dessiner avec ce que je savais faire. Et puis après, avec les équipes, il a fallu trouver une espèce de style un peu commun. C'est-à-dire ce que les équipes pouvaient faire. Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez, je ne sais pas, 15, 20 animateurs qui vont travailler sur le même personnage. Donc il faut que ce personnage soit un peu dessinable par tout le monde. Donc c'est un peu le dénominateur commun, on travaille là-dessus. Donc il n'y avait pas vraiment Moi, je voulais des personnages qui obéissent aux lois de l'anatomie et de la perspective, donc semi-réalistes, on va dire. Mais il n'y avait pas une volonté de stylisation et surtout pas, justement, ces dessins très violents qu'on peut avoir chez certains anciens déportés, parce que, enfin, 1h15 devant des dessins comme ça, surtout que 80% de l'histoire se passe avec des bûcherons, des bûcheronnes, etc. Ils ne sont pas du tout dans les camps, donc ça n'aurait pas été, à mon avis, la bonne direction. Mais il y a un graphisme qui évolue quand même, suivant... il y a un mouvement général, c'est-à-dire que ça commence par « Il était une fois », un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne, mais ça se termine Gare de l'Est, et finalement, il y a un mouvement qui va de l'ultra-fiction vers une forme de réalité historique. La réalité historique, s'immisce dans le conte progressivement. Et le stylisme suit un petit peu cette évolution. Justement, ces personnages, 2 personnages principaux du film, donc les deux justes, il s'agit de trouver les visages de ces personnages. Non pas de les trouver à la manière de l'animation américaine aujourd'hui, où tout le monde se ressemble, mais vous, il s'agit de trouver des visages qui ne ressemblent à personne d'autre. Comment les avez-vous élaborés, ces visages? Quelle a été votre inspiration? J'ai cherché d'abord au niveau des acteurs. J'ai cherché des acteurs. Quel acteur, quelle actrice pourrait incarner ce type de personnage?
On a eu une discussion avec Grimbert et c'est lui qui m'a mentionné d'ailleurs Anna Magnani pour La Bûcheronne. C'est-à-dire, et moi ce que j'ai, alors non pas qu'elle ressemble énormément à Anna Magnani, mais il y a un visage très typé. Enfin, là, maintenant que vous me le dites, c'est pas du tout une aberration. Et puis Anna Magnani, je veux dire, on va pas dire qu'elle est fille de l'emploi, ça n'a pas de sens, mais en tous les cas, elle avait un physique très différent. Elle avait un physique différent. Ce que j'aime, c'est qu'Anna Magnani, elle est belle à la fin des films. C'est-à-dire que quand un enfant qui regarde une photo d'Anna Magnani, il va pas dire, et une photo d'Ingrid Bergman et de Marilyn Monroe, il va pas dire que c'est la plus jolie. En revanche, elle a des rôles souvent de femmes fortes, qui sont belles, qui finissent par irradier comme ça. Moi, je voulais pas, pour cette bûcheronne, d'un personnage disneyen avec les traits ronds et qui serait très joli avec des grands yeux, etc. Ça n'aurait pas eu de sens. Alors, mais donc, je voulais des lignes brisées, je voulais des choses un tout petit peu plus âpres, etc. Mais là encore, c'est une histoire de dosage, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir un personnage qui soit trop désagréable non plus. Donc, il a fallu trouver comment dire, un graphisme un peu entre les deux comme ça. Qui fasse qu'elle soit plus belle à la fin du film qu'au début. Au début, elle peut être, je dirais pas que c'est une sorcière, faut pas exagérer, mais bon, voilà, c'est pas la jolie petite poupée, puis à la fin, c'est une belle femme. Le personnage du bûcheron, alors au tout début, j'ai été chercher du côté de Depardieu jeune, pour vous dire, le côté un peu massif comme ça, des traits... Ouais, minéral, quoi. Ouais, minéral, paysan, terrien comme ça. Et puis je l'ai fait un petit peu évoluer. Le truc, c'est qu'au départ, c'est l'ogre, lui. C'est vraiment, il est typé comme l'ogre. Et puis il va devenir de plus en plus. Il va découvrir sa propre humanité à mesure qu'il accepte l'humanité de cette gamine que sa femme veut recueillir. Donc il fallait, pareil, un truc qui puisse passer de ogre à Père Noël quasiment. Donc c'est un visage bourru avec des traits très marqués, une barbe un petit peu épaisse, avec comment dire, des épaules un peu massifs, etc. Après, l'avantage de l'animation, c'est que vous pouvez changer. Un personnage peut changer il peut changer d'homothétie, il peut changer de taille dans l'écran, enfin dans l'image. Et donc au début, il est beaucoup plus massif que sa femme, et puis petit à petit, je l'ai un petit peu réduit pour qu'il devient plus humain, même comment dire, dans son corps, quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Après, les visages d'hommes sont plus simples à dessiner parce qu'il y a plus de traits et les traits sont plus marqués. Visage de femme, c'est plus compliqué parce que vous avez moins de traits et donc les traits doivent être absolument en place, sinon c'est pas le même personnage. Et visage de bébé, c'est encore pire parce qu'il y a très peu de choses. Et donc, il faut être extrêmement juste, quoi. Michel Hazanavicius, merci beaucoup. Merci à vous.